Alors, bonjour à tous les internautes, bonjour Bachar. Bonjour Marc. Notre dernière vidéo, notre quatrième vidéo déjà, sur l'ouverture orang-outan, consacrée également à la mémoire de Gilles Miralles. Alors Gilles Miralles a les blancs dans cette partie, bien sûr, il va jouer B4, son ouverture favorite, l'ouverture orang-outan, et il affronte Francis Meinson. Alors Francis Meinson est un joueur de la région lyonnaise, réputé de l'époque, avec son frère Pierre Meinson, qui ont beaucoup joué dans les années 70, 80, 90. C'est des joueurs qui étaient prolifiques, qui ont écrit pas mal d'ouvrages et qui avaient aussi l'amour des échecs. Et donc on va pouvoir voir cette partie donc, entre Gilles, qui rejoue l'orang-outan, toujours cet orang-outan qu'on regarde, face à Francis Meinson. Nous sommes au championnat de France de Belfort, 1983. B4 vient d'être joué, et lors des trois précédentes vidéos, on a vu la réponse E5. Mais là, non. E6. Le fou attaque B4, et le pion ne s'expose pas en E5 à la contre-attaque du fou B2. E6. Alors, c'est ce qui est superbe, c'est qu'on a pu voir 4 différentes manières de traiter un petit peu l'orang-outan, avec les noirs, avec 4 styles différents. Et puis, on va pouvoir voir comment Gilles répond. Voilà, c'est vrai que dans la première vidéo, nous avons vu sur E5, fou B2. Il y avait eu la prise du pion B4 contre la prise du pion E5, le troc, en fait, le troc du pion d'aile contre le pion du centre. Après, nous avions vu Éric Prier, face à cette attaque du pion central, défendre par dame E7. Exact. Et après, nous avions Jean-Luc Serret, 4 fois champion de France, qui avait défendu le pion E5 par la poussée D6. Exact. Et cette fois-ci, on n'expose pas le pion E5, le pion on joue E6. Et donc, fou B2. Bon. Cavalier F6 et B5. C'est marrant, ça, cette proportion à ce pion à prendre l'espace, à prendre la profondeur, comme disent les footballeurs. Oui, parce que bon, B5, ça reste une épine un petit peu dans le pied. Le développement, il n'est pas facile pour les noirs. Donc, il faut faire un plan. Et donc, ce plan-là, il va passer par un coup que va jouer Francis Meinson. Je crois que c'est C5. C5. Voilà. Ouais. Alors, il faut comprendre évidemment que pour l'instant, le fou noir ne pouvait pas prendre en B4 à cause de la prise en G7, donc cavalier a masqué. Oui. Et donc maintenant, le pion était attaqué. Mais face à cette attaque du pion, dans une précédente partie, Gilles Miralles avait joué un coup comme A3. Oui. Là, c'est B5. Et là, contre-attaque centrale avec C5. Le pion vient ici contrôler la case D4, et finalement, il méprise la présence du pion B5. Oui, alors bien sûr, il ne faut pas prendre ce pion en passant, parce que ça libérerait complètement les noirs, avec cavalier prend C6. Donc, le coup qui est joué est, je dirais, un coup toujours très très souple, c'est-à-dire c'est une ouverture très souple, l'orang-outan. Elle permet de jouer... Le jeu E3, c'est ça. Oui, E3, voilà, c'est un coup qui permet de développer les pièces, qui ne s'engage pas trop, qui ne donne pas tout de suite un signal, il n'y a pas tout de suite un cavalier C3 ou un C4 ou un cavalier F3. On joue E3, puis on attend un petit peu de voir quelle va être la réaction des noirs. Et la réaction est tout en retenue. Absolument. Fou E7. Ouais. Donc pour l'instant, ça ne cherche pas l'empoignade immédiate. Les deux joueurs vont se développer. Cavalier F3. Et là, voilà. B6. Donc on voit un petit peu pourquoi Francis Meinson a joué C5, il veut jouer B6, mettre le fou en fianchetto en B7. Voilà. Pour lutter d'ailleurs contre... Parce qu'on a vu beaucoup de parties où Gilles Miralles jouait G3, fou G2. Il jouait le double fianchetto. Peut-être d'ailleurs dans les 3 vidéos précédentes. Il avait joué un double fianchetto. Donc là, ça ne va pas être le cas. Alors C4, par contre, Gilles Miralles a toujours impliqué le pion C au combat. Fou B7. Fou E2, donc un développement de fou en retenue, voilà, D6, petit roc, un développement rampant du cavalier en D7, D3, on est dans une position très très retenue. Il faut se rendre compte qu'on est pratiquement 10e coup, et aucun des deux joueurs n'a pris pied au centre. Non. Aucun pion n'a posé pied au centre. Non. Il y a une attente sur ces 4 cases pour le moment, mais elles sont contrôlées de part et d'autre. Oui, un très bon contrôle. Oui. Très bien, donc les noirs ont joué Dame C7, Dame B3. On peut noter une prise d'espace des blancs, elle est le Dame quand même. Parce que les noirs ont 2 cases ici disponibles, puisque le pion B5 contrôle C6 contre 3. Là, il y a 2 cases contre 3. Si le pion monte à l'assaut, il y aura encore 4 cases contre 1.
Donc plus on se décale à l'aile dame, et plus les blancs ont un avantage d'espace quand même dans ce secteur. Oui, et on s'aperçoit d'une chose, on a vu une partie donc, de Gilles Miralles face à Jean-Luc Serret, où il y a eu aussi des manœuvres à l'aile dame. Et c'est-à-dire que cette position recèle ce type de possibilité où on va pousser les pions très vite, à 4, à 5. Tout à l'heure, on avait vu quelque chose à base aussi d'un B5, et on essaye d'avoir un peu de contre-jeu à l'aile dame, puisque les noirs sont pas très très libres de leur mouvement. Les noirs ont joué H6. On va découvrir ce coup H6, mais au prochain coup. On n'en parle pas pour l'instant. A4, donc là on sait pourquoi, c'est pour jouer à 5, pour évoluer. Et là, G5. Donc H6 était joué pour soutenir la poussée du pion en G5. Une poussée de pion qu'on avait vue lors de la première partie contre Louis Ross. Ce coup G5. Alors qu'est-ce que ça veut dire G5 ici? Alors, bon, Francis Mainzon ne veut pas subir à l'aile dame. Donc il essaye d'avoir un petit peu de contre-jeu à l'aile roi, avec H6, G5. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel contre-jeu, puisqu'il n'y a pas vraiment de menace sur le roi blanc. Donc c'est un affaiblissement des cases, un affaiblissement de la diagonale, une ouverture pour le fou, qui est en B2. Donc moi je trouve que ce coup est peut-être pas le meilleur qui a été joué. Alors pour la vue d'un grand maître, bien sûr, mais nous autres, joueurs amateurs, vous comprenez que la poussée du pion G5, ça fait comme un bélier de combat qui se lance à l'assaut de l'abri du roi blanc. Parce qu'après tout, le fou B7 est placé sur la grande diagonale blanche. On pourrait avoir G4, peut-être H5, H4 avec la tour qui soutient, et bientôt G3 ou H3, et les pions vont venir frapper les parois défensives du roi blanc, et ça crée une attaque. Donc moi je suis, en tant que joueur amateur, je ne suis pas un grand maître, je suis quand même angoissé, je ne suis pas rassuré dans ce type de position. Donc qu'est-ce que votre expérience de grand maître, votre intuition, qu'est-ce qui vous amène à penser que finalement c'est pas si dangereux que ça? Je dis que ce n'est pas si dangereux, alors encore faut-il faire attention, hein, mais il n'y a pas de menace sur le roi blanc. Alors c'est vrai, on peut avoir peur, parce qu'il y a eu H6, G5, il y a un fou en B7, mais en fait la dame en C7, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est enfermée pour le moment, c'est pas aussi simple. Qu'est-ce qui va attaquer? Il faudrait qu'il y ait un cavalier en G4 avec un D5 et prise en F3 pour faire mat en H2. C'est long à faire. C'est pas aussi simple que ça. Donc pendant ce temps-là, Miralles va déployer son jeu à l'aile dame, et qui lui est très très clair. C'est-à-dire qu'après un coup comme A5 maintenant, eh ben il commence à poser des questions. Ouais, et puis si les noirs réagissent pas, on peut ouvrir la colonne ou jouer à 6 et repousser le fou, mais je pense qu'on ne voudra pas fermer la position. Non, on ne va pas fermer la position, l'ouvrir. Bien sûr. On pourra jouer des cavaliers C3 ou des cavaliers D2, et puis ensuite faire pression petit à petit en jouant tour A2, tour A1, et il y a une partie de référence de Karpov, non? Karpov contre Pomard, en 74 à Nice, et j'ai assisté à cette partie. J'avais 16 ans, et je me rappelle avoir vu cette partie qui est absolument un chef-d'œuvre. Karpov avait 23 ans. Il était numéro 1 de l'équipe d'Union soviétique à l'époque. Et c'était cette partie de l'Espagnol où il y a un doublement. Et c'est ce type un petit peu de position. C'est-à-dire qu'on crée des menaces indirectes. Et en n'ouvrant pas tout de suite la position, on crée du déséquilibre. Oui, donc M. Coatli nous rappelle cette fameuse partie. Vous avez parlé d'un doublement, mais c'est un triplement des pièces lourdes même, je crois. C'est qu'après la poussée à 5, on va avoir 4 cases d'espace derrière dans pan arrière, alors que les noirs, ils ont qu'une seule case. Donc on pourra jouer des coups comme tour A3, amener la tour en A1, la tour en A2, ou mettre la dame ici, tripler les pièces, et c'est une tension favorable, le pion A5 et le pion B6. À n'importe quel moment, on peut ouvrir la position et attaquer l'autre. Parce que si on joue A5 pour jouer à 6, on a l'impression qu'on enferme les pièces noires, mais le fou vient en C8, il pourra se relibérer. On n'aura plus les moyens d'ouvrir l'aile dame, et les noirs ont beau jeu de nous attaquer à l'aile roi. Et donc, par rapport à ma question que je vous avais posée tout à l'heure, donc moi, ce que je remarque, ce qui m'a fait prendre conscience que l'attaque noire était pas si puissante que cela, c'est vraiment que la dame noire
a du mal à venir rejoindre le combat. Et peut-être que c'est dû d'ailleurs à la retenue du centre. Comme les noirs n'ont pas un centre supérieur, ils ont peu de cases finalement pour transiter leurs pièces de l'air de dame à l'aile roi, pour nourrir l'attaque, pour amener des renforts. Parce que c'est assez embouteillé, donc c'est pas si facile. Souvent, l'attaque sur un roi est soutenue par la prise d'espace central qui permet un meilleur acheminement des forces, en fait. Donc, ici, les forces s'acheminent pas si facilement que ça. Et puis les blancs, ils ont ce levier à 5 immédiatement. Donc la question, elle est immédiate. Donc G4, c'est immédiat aussi de l'autre côté, ça attaque le cavalier qui va se replier en E1 pour ne pas obstruer la case des 2. Oui, c'est pas obstrué, et puis c'est un excellent coup, parce que c'est un coup de défense aussi sur la case G2. Ouais, sur la diagonale. C'est-à-dire, il y a, le cavalier, en fait, fait double fonction. Et les questions restent les mêmes. H5. D'accord. Cavalier D2. Oui. Tour H6. Alors oui, il veut se libérer aussi peut-être du clouage, peut-être. Du clouage. Alors, E4 joué par Gilles Miralles. Oui, E4 joué parce que d'abord, ça permet, si jamais les noirs jouaient E5, de jouer cavalier C2, cavalier E3 et aller prendre la case F5. Une belle case. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est déjà pas possible. Donc il faut que les noirs continuent ce qu'ils ont essayé de faire avec H4 maintenant. H4. C'est joué. Et là, à nouveau, on s'achemine, on ramène les pièces vers le centre. Et ici, eh bien, il faut jouer très vite, faire une rupture centrale pour essayer d'avoir un peu de jeu. Un noir joue D5, justement. D5, d'accord. Les blancs prennent. Oui. Une fois, les noirs reprennent. Et là, maintenant, la souplesse qu'avaient les blancs leur permet de jouer, parce que pion prend D5 n'est pas possible, à cause de fou prend D5. Oui, le fou serait trop puissant. Voilà, serait trop puissant. Mais là, A6, un petit coup intermédiaire, qui attaque le fou. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais parlé de cette poussée A6 qui allait bloquer l'aile dame et finalement obstruer notre évolution à l'aile dame. Mais maintenant, la nature de la position a changé, puisque le centre s'est ouvert. Il va y avoir un combat central. Et là, on est en train de dire que le roi noir, ça va être un problème, parce que où va-t-il s'abriter? Petit roc, c'est totalement éventé. Et le fou qui vient en C8 empêchera la mise en sécurité du roi sur grand roc. Et le centre, il y a un combat central. Donc finalement, le roi noir va être touché avant le roi blanc, peut-être, dans cette position. Alors, oui, fou C8. Alors, il y a un autre coup qu'il faut juste regarder, comme ça, rapidement, les petits coups tactiques. C'est C4, par exemple, qui attaque la dame. Parce que si on fait pion prend C4, il y aurait pion prend C4, et on pourrait se dire que le pion E4 va pouvoir être pris aussi par le fou. Mais, coup intermédiaire, on revient. Et là, après C4, il y a pion prend B7 d'abord. Ah oui, avec la menace de prise de la tour. Voilà, qui fait que, tout simplement, il y a une pièce de moins. Donc ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut jouer fou C8. Fou C8. Et là, maintenant, on peut prendre en D5. Alors, il a joué cavalier E3. Cavalier E3, d'accord. Il vient sécuriser la case C4 qui est énormément contrôlée. Et puis le cavalier... Et puis on a la case F5 dont on parlait tout à l'heure. Et on attaque le pion G4. Tout à fait. Et on attaque le pion D5. On voit qu'en fait la position noire a explosé, puisque comme on disait tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de coups, de logique dans les coups qui étaient faits. Et là, la position, elle ne résiste pas. Alors, fou D6, il y a une pression ici qui s'organise sur H2. Oui, mais c'est pas très important, ce pion H2 qui est pris. Oui, il le laisse d'ailleurs. Oui. Il le laisse, donc fou prend H2 échec, parce qu'après, il y a certains inconforts. C'est-à-dire que lorsqu'on joue au roi H1, le fou reste attaqué. Oui. La dame est attaquée pour le moment. Voilà. Il y a des pressions également sur le cavalier en F6. Alors, là, si le cavalier noir prend, est-ce que c'est la dame qui reprend en attaquant la tour? Alors, si on prend, on peut faire bien sûr, probablement, dame prend, puisqu'on attaque la tour. Ouais. Et peut-être qu'après tour B8, on a dame... Ah non, j'allais dire dame C6, mais non, il y a la tour. Non, sur ce coup-là, on ne va pas dire de bêtises, mais il y a peut-être... Il faut prendre G4 aussi, alors, il faut prendre G4, tout bêtement, absolument. Absolument, il faut prendre G4, et on a tout simplement gagné un pion. Sur cavalier F6, il y aurait faut prendre F6.
Non, non, c'est terminé là. Fou prend G4, c'est fini. Donc, roi H1. L'attaque de la dame, il recule en B8. On ne sait pas comment la tour va jouer, hein, par contre. Pour garder un œil sur le fou. Et là, D4. On rompt le centre. Alors, ça m'amuse cette position parce que je vais vous faire remarquer dans l'ouverture, au 10e coup, que les pions étaient en D3 et en E3. Et on est au 22e coup, une douzaine de coups plus tard, et maintenant les pions sont en D4 et en E4. Oui. Donc il y a eu cette progression, et souvent dans le rond-outan, on joue des camps de flanc dans l'ouverture, puis après des coups des pions de flanc, des pions de l'aile, et puis après ça peut se dérouler au centre. Et là on arrive à avoir les pions D4 et en E4 au 22e coup. C'est assez rare quand même d'avoir ce duo-là. Alors les noirs ont ressorti leur fou, mais cavalier prend, dame prend. Il faut voir que Miralles joue de manière extrêmement précise, parce que il n'y a pas beaucoup de menaces, hein, je veux dire, puisque le fou en C8 est hors jeu, la tour en A8 est hors jeu, et les pièces blanches sont pratiquement à leur maximum. Il faut juste faire attention à quelques menaces, mais qui sont pas de nature à faire très peur. Et là, Miralles joue fou C1, je crois. Oui. Il défend son cavalier, et en fait, il demande à la dame où est-ce qu'elle va, parce que la menace immédiate, c'est tout bêtement cavalier F3 ou cavalier C4 qui prend la tour en H6. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le rapport matériel s'est modifié depuis l'échange précédent, depuis cet échange cavalier prend fou, dame prend. Et là, on est les seuls possesseurs avec les blancs du fou de case noire. Et donc, si on arrive à valoriser le fou de case noire et d'autres jeux sur la case noire, on va mettre en difficulté l'adversaire. Et avec fou C1, on défend le cavalier, mais on prépare la découverte sur case noire, sur la diagonale noire. Et en même temps, le cavalier, certainement, il se projettera en C4 pour aussi, pourquoi pas, chercher la case D6. Une case où il peut être appuyé par l'arrivée du pion en E5 et essayer comme ça, de faire très très mal la case noire. Alors là, tour H7 a été joué, donc il soustrait déjà la tour de la diagonale, mais cavalier C4 quand même. Donc la dame doit maintenant reculer, le fou l'attaque. Maintenant, et E5. E5, oui. Avec la case D6. Oui, et bien sûr le repoussoir du cavalier F6. Mais... Non, mais là c'est terrible, ça. Et quand le cavalier F6 bouge, le pion E4 tombe. Donc... Bien sûr. Alors cavalier E4, il va chercher le coup. Oui, il va dame être E3. très précis, parce que dame E3, on attaque le cavalier et il n'y a pas de case, quoi. C'est terrible. Il n'y a pas de case pour le cavalier. Non, il y a le coup qui est joué, c'est F5, parce que sinon le cavalier n'a pas de case. Et à présent, cavalier D6, échec. Ah, parce que sur cavalier prend, pion prend échec, gagne la dame. Pion prend avec découverte dame roi et attaque de la dame. On va le montrer d'ailleurs. Ouais. Sur cavalier prend, pion prend et la dame noire est perdue. D'accord. Donc cavalier D6 échec, le roi vient en F8. Donc cavalier prend. Oui, mais c'est la fourchette même, c'est l'attaque des deux tours. Oui, bien sûr. Donc c'est très très compliqué pour les prend en E5. Et là, oui, Miralles fait un coup intermédiaire. Cavalier G5 qui attaque la tour. Bon, c'est... La tour vient en E7. Prise. Donc maintenant, on a une pièce en plus. Oui. Deux pièces, non? On a deux pièces de plus. On a arrêté de compter. Oui. Parce que là, ça joue, mais ça aurait pu abandonner. Ça va très vite abandonner, d'ailleurs. Oui. Après, fou C4. Voilà, il faut juste dire une chose, c'est que les deux parties qu'on avait vues, on avait vu une partie avec... Jean-Luc Serret et avec maintenant Francis Meinzen, elles sont jouées au championnat de France à Belfort en 1983. Et simplement pour rappel, Gilles Miralles n'avait que 17 ans à l'époque. 17 ans. Oui. Et on sent une maturité dans le jeu positionnel. Tout à fait. C'est 17 ans et jouer ce genre de partie, c'est dire que les prodiges, les jeunes qui ont du talent, on en a depuis un moment et Gilles faisait partie de ces gens-là. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter de plus à la mémoire de Gilles. On va rester sur ces paroles. Au revoir à tous.